Alors, cette année, une fois de plus, c'est un sujet qui me tient à cœur, un certain regard sur l'Algérie. Voilà. Alors, pourquoi l'Algérie? Parce que j'y suis né, parce que beaucoup d'entre vous la connaissent, et puis parce que le peuple de France a une relation un peu particulière avec cette ancienne terre de colonie. Ça n'est pas une colonie comme une autre. D'abord parce que ça n'est pas une colonie. Et ensuite parce que c'est le plus grand pays d'Afrique, qui fait 4 fois la France, et qui a près de 45 millions d'habitants, dont quasiment la moitié a moins de 25 ans. Alors, c'est un pays qui nous a occupés pendant 132 ans, et qui continue encore, après l'indépendance qui est intervenue en 1962, à nous occuper politiquement, sociologiquement. Et nous avons donc une relation particulière avec ce pays. Nous aurons 3 parties dans ce cycle de conférences. La première partie, c'est celle qui va être abordée aujourd'hui, les Juifs en Algérie. Pourquoi ? Je vous répondrai pourquoi pas. Parce que c'est une entité sociologique tout à fait particulière en Algérie. Alors évidemment, vous pourriez me dire, c'est peut-être également la même chose au Maroc et en Tunisie, mais c'est un certain regard sur l'Algérie. Donc ce sont les Juifs d'Algérie et non pas les Juifs en Algérie que nous allons, ce sont les Juifs en Algérie et non pas les Juifs d'Algérie que nous allons aborder. La deuxième partie sont les Espagnols en Algérie. Les Espagnols qui sont, qui le sont encore un peu en Algérie bien avant la France, et qui en est parti également avant la France, mais qui en est resté avec des familles, avec des mœurs, des us, une civilisation particulière, puisque la région d'Oran était surnommée la Petite Espagne. Et puis la troisième et dernière partie, ça concernera la fin de la présence française en Algérie, et il a été choisi de parler de cette période bien particulière de l'OAS, l'organisation armée secrète, qui a été l'acmé de la violence de la guerre d'Algérie, qui s'est terminée comme nous le savons. Donc une introduction générale, c'est peut-être ce colonialisme de l'Empire français qui a été longtemps pensé comme une périphérie de la construction de la France européenne. Elle a été une conquête d'une partie du tiers-monde, ça a été une aventure, une tentative maladroite, parfois néfaste, souvent violente, la plupart du temps, en tous les cas, dévastatrice, de la mise en valeur des ressources et de l'occupation des espaces. Alors, un avertissement avant d'aborder ce sujet, qui est un sujet délicat peut-être. Je ne suis pas historien, vous le savez bien, je ne suis qu'un petit amateur, je ne prends la place certainement pas aux historiens, aux professeurs émérites qu'est notre président. Je ne fais cette conférence que en fonction des éléments que j'ai pu glaner ici et là et que j'ai pu réunir. C'est une approche subjective. Alors, ce qui va être dit peut ne pas correspondre à ce que les autres pensent, mais en tous les cas, ma parole n'engage que moi. Le colonialisme s'est développé loin du sol européen, et il a été revêtu par 2 aspects particuliers. D'abord, des aspects violents et des aspects systémiques. Il a été construit, cet empire français, sur un imaginaire républicain qui est parvenu à créer 2 France. D'abord, une république, notamment la Troisième République, qui a été lancée dans la modernité. Et puis, la deuxième idée, c'est l'empire
tout est voué à la puissance nationale et à ce que l'on a appelé à l'époque, surtout au XIXe siècle, la générosité du projet colonialiste français. De cet empire, aujourd'hui, il ne resterait rien, si ce n'était quelques départements d'outre-mer, pays d'outre-mer pour la Polynésie française, s'il n'y avait eu aujourd'hui encore ces réminiscences de la puissance française par un réseau diplomatique qui est le 5e réseau diplomatique au monde, après la Chine, les USA, la Turquie et le Japon, et une francophonie qui est à défendre face à un anglais qui est toujours très prosélyte. Cette aventure impériale aurait laissé peu de traces s'il n'y avait eu que des histoires de barbouzes, des immigrations incomprises et parfois une nostalgie sympathique et douloureuse. Mais il y a eu l'Algérie. Et avec l'Algérie, tout a été changé. Les craintes et les peurs se sont cristallisées, les ressentiments se sont exacerbés, et le ressentiment qui est encore nourri dans une certaine partie de notre population est encore très vif. Parce que la France, en Algérie, ça n'est plus la même chose que la France dans les autres pays colonisés par la métropole, en Afrique noire, par exemple, ou en Afrique centrale. Pourquoi la France est-elle arrivée en Algérie ? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que la France, en 1830, est isolée complètement au plan diplomatique. Il y a eu le traité de Paris en 1763 qui met fin à la guerre de 7 ans, dont Churchill disait que c'était la première guerre mondiale, qui avait dévasté tous les continents, y compris l'Amérique et l'Asie, et qui a fait que la France était dépossédée de ces territoires qui allaient depuis le nord de l'estuaire du Saint-Laurent jusqu'au delta du Mississippi. Il faut savoir également que la Louisiane avait également été perdue ou vendue ou cédée, et que on se retrouvait face à une France affaiblie par rapport à un empire britannique qui était en pleine évolution et en pleine conquête. La troisième cause de cette expédition d'Alger était qu'au directoire, le directoire en 1795-1798 avait demandé à la régence d'Alger beaucoup d'argent pour financer l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Et évidemment, Alger, aujourd'hui, voulait demander la restitution de cette somme, que la France de 1830 ne pouvait pas payer, ce qui a conduit le consul Deval à aller demander au palais du Dey Hussein le 28 avril 1827 des délais, que le Dey n'a pas accepté, et il y a ce fameux coup d'éventail que le Dey d'Alger aurait mis à la figure du consul de France Deval. Le corps expéditionnaire français a été envoyé par la France, notamment par Charles X, qui se trouvait face à une politique nationale extrêmement précaire. Il y a eu une crise économique, la liberté de la presse avait été amoindrie, les partis d'opposition s'étaient développés, et Charles X, pour essayer de redorer son blason, a décidé cette expédition, un peu comme Napoléon III, pour essayer de retrouver son trône. C'est dans cette guerre, et notamment à la bataille de Sedan. Bref, il a essayé de redorer son blason. 3 jours plus tard, il était renversé par les 3 glorieuses du 27, 28 et 29 juillet 1830. Charles X, rapidement, c'est le 3e et dernier roi des Bourbons directs. C'est le frère de Louis XVIII et le frère de Louis XVI. C'est le dernier roi couronné à la cathédrale de Reims. C'est le dernier roi qui avait le pouvoir absolu de monarchie, de droit divin, etc.
Il a été renversé, on n'en parle plus. Alger est tombé le 5 juillet 1830, alors que les troupes françaises sont arrivées à Sidi Férouche. C'est une petite commune, enfin petite plus maintenant, mais à l'époque c'est une petite commune, un petit port de pêche à côté d'Alger, où les troupes ont débarqué et la ville d'Alger s'est immédiatement rendue au général de Bourmont, dont les clés ont été remises par le Dey et qui sont conservées au musée de l'armée à Paris. Ces clés sont réclamées par la République d'Algérie, qui estime que ces clés ne doivent pas rester au musée de l'armée comme un signe, un symbole de la conquête de l'Algérie par la France. Cette conquête de l'Algérie ne s'est pas faite rapidement. Il faut savoir que l'on distingue trois phases. La première phase, c'est de 1830 à 1847, date après le Tédéum de Paris, date de la reddition de la Smala d'Abdelkader, le 23 décembre 1847. Nous sommes déjà passés à la monarchie de Juillet après la Révolution de 1830. Louis-Philippe Ier est roi des Français. Le duc d'Aumale est un de ses fils. Il a été projeté en Algérie pour recevoir la reddition de l'émir Abdelkader. La seconde période, de 1848 à 1857, c'est la conquête de la Kabylie, qui a été une conquête douloureuse, sanglante, qui a entraîné des morts importantes de part et d'autre. Et la troisième conquête, c'est la conquête du Sahara, qui ne s'est terminée qu'en 1902, et des insurrections régulières ont ponctué la présence de la France en Algérie jusqu'à cette période-là. À cette époque, les militaires ne savaient pas du tout ce qu'ils devaient faire de l'Algérie. La bande littorale était habitée par des populations autochtones, par des populations kabyles, origine berbère, par des populations juives, dont nous allons parler dans un instant, après cette introduction générale. Et les Français qui arrivaient là, eh bien, découvraient un pays qui était totalement différent, évidemment, de celui qu'ils habitaient en France, qui n'était pas encore métropolitaine. Et les choses étaient compliquées car tout était à faire et surtout tout était à découvrir. Et donc on ne savait pas trop quoi faire de cette Algérie et on envoie le maréchal Bugeaud à partir de 1836-1840 pour d'une part marquer l'intensification de la guerre. Il faut dire que le maréchal et les autorités politiques françaises ont mobilisé un tiers des armées françaises et que l'armée a usé de méthodes extrêmement violentes sur le territoire. Il y a eu des déplacements de population, des razzias, les fameuses enfumades de Bugeaud qui consistaient à enfermer les populations autochtones dans des bâtiments ou dans des grottes, et puis foutre le feu pour les asphyxier. Si les populations résistent, fumer-les à outrance comme des renards. Et c'est ce que, évidemment, surtout aujourd'hui, dans une nouvelle revisite de l'histoire de la colonisation française, on met évidemment en évidence. À l'époque, je vous ai mis ces diapos. Il y avait un colonel qui s'appelait Lucien Montagnac qui disait « Pour chasser les idées qui m'assiègent parfois, je fais couper des têtes, non pas des têtes d'artichauts, mais bien des têtes d'hommes. » Il y avait des séances de décapitation à la chaîne pour essayer d'apaiser, entre guillemets, les rébellions, ou en tous les cas, les résistances. Il y a eu un rapport d'Alexis de Tocqueville, le grand philosophe, le grand politicien français. En 1847, je vous laisse le temps de lire ce paragraphe, qui résume assez bien ce que les gens, déjà à l'époque, pensaient de la présence française en Algérie, et disant que
D'abord, on ne s'est pas grandi en y allant. En tous les cas, nous avons conquis l'Algérie d'une façon qui ne nous honore pas forcément. Et il termine par cette phrase nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. À partir de 1848, il y a eu une volonté politique de la France qui va devenir métropolitaine en départementalisant l'Algérie. 3 départements ont été créés au début, le département de Constantine, le département d'Alger, le département d'Oran, tel que vous le voyez. Les autres territoires ont été départementalisés beaucoup plus tard. Et à cette époque, il faut se rendre compte qu'en 1848, Nice n'était toujours pas française. Je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que, et je m'adresse à Monique Cercia, qui est par là, que le regard actuel et passé, qui est porté sur ces populations d'Algérie, françaises ou autochtones, c'est-à-dire européennes ou musulmanes, n'a rien à voir avec le regard qui est porté par les mêmes personnes sur les populations des deux Savoies ou sur les populations du comté de Nice. Personne ne viendrait dire aujourd'hui à un Niçois « vous n'êtes français que depuis 1860 ou 1865 ». Et j'ai pensé à cela parce que les populations de l'Algérie sont devenues françaises immédiatement dès les décrets de 1865 pour en arriver à 1889. Tous les habitants des 3 départements français d'Algérie étaient devenus français. Français, mais pas citoyens. Certains étaient devenus français et citoyens français, et d'autres étaient devenus français avec un droit local, c'est-à-dire un droit personnel, le statut personnel de certains indigènes, notamment des musulmans et des juifs, dont nous allons voir dans un instant le statut. Pourtant, ces Français naturalisés ont participé aux guerres de 1870, de 1914 et de 1939-45 bien sûr, mais à l'époque, il n'y avait pas eu de changement de leur statut. Que disions-nous à l'époque, et jusqu'en 1962, mais surtout au XIXe siècle? L'Algérie, c'est la France. Et on disait, la Seine traverse Paris comme la Méditerranée traverse la France. Pour bien montrer que les départements d'Algérie n'étaient pas des départements d'outre-mer. Ils étaient ce que l'on appelait à l'époque des départements d'État. Et que la France métropolitaine et la France en Algérie avaient un statut juridique complètement différent de celui que pouvait avoir la Martinique, la Polynésie française ou à l'époque Madagascar. Ce sont des départements d'État et non pas des départements de colonies, bien que ce fût des territoires de peuplement, nous allons le voir. Alors, les Juifs en Algérie, pourquoi les Juifs en Algérie? Parce que l'histoire des Juifs d'Algérie est celle d'un peuple frontière auquel l'histoire coloniale fait à nouveau traverser la mer quelques 132 ans après, en 1962. Pendant très longtemps, l'histoire des Juifs d'Algérie s'est confondue avec celle des Pieds Noirs. On ne faisait pas trop de différence, en tous les cas en France métropolitaine, entre les Français d'Algérie et les Français juifs d'Algérie. Et en y regardant de plus près, on se rend compte qu'ils avaient une spécificité historique et culturelle tout à fait singulière, tout à fait particulière. Les Juifs d'Algérie sont français depuis le décret Crémieux
de 1870. L'Algérie n'étant plus française, à partir de 1962, les Juifs ont quitté l'Algérie. Quasiment aucun n'est resté. Certains Juifs sont restés en Algérie, comme certains Français sont restés également sur place. D'autres sont revenus après l'indépendance, mais la plupart des Juifs d'Algérie est rentrée en France métropolitaine. Qu'est-ce qu'il reste de cela? Peu de choses. Des petits détails, un patronyme qui est parfois oriental, parfois une grand-mère un peu mystique qui, quand elle s'énerve, continue à parler l'arabe, une musique de Lili Boni, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une musique arabo-andalouse qui vient de la péninsule arabique et qui a été apportée par les Juifs d'Espagne en Afrique du Nord à l'époque de 1492, lorsque les rois catholiques ont expulsé les Juifs. Et il avait eu, dans le cadre d'une chanson, ces vers, mais d'où vient cette lumière d'Algérie, vraiment? Alors nous sommes algériens, non français, mais en Algérie, depuis 2500 ans. Lili Boni, si vous ne connaissez pas, allez télécharger une chanson, c'est assez intéressant, au niveau du mélange, j'allais dire des saveurs, au niveau du mélange des mélodies entre la musique arabe et la musique espagnole, c'est ce que l'on appelle la musique andalouse. C'est une histoire millénaire et il faut se contenter de rappeler une légende. À la mort de Moïse, les Juifs seraient partis, on voit bien, ouais, de Terre Sainte, en tous les cas du Moyen-Orient, pour être disséminés un petit peu dans le reste du monde connu, le Nord, l'Europe centrale, les Balkans, l'Italie, la France et la péninsule ibérique. En 70 après Jésus-Christ, un grand nombre de Juifs ont été expulsés lors de la prise de Jérusalem, la destruction du Temple par l'empereur Titus. Ils se sont, pour les Juifs qui nous concernent, réfugiés en Afrique du Nord. Les plus vieilles synagogues d'Afrique du Nord se trouvent l'une à Sétif, elle remonte au IIIe siècle, et l'autre, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, sur l'île de Djerba, en Tunisie, c'est la fameuse synagogue de la Griba, où il y a eu un attentat il y a une vingtaine d'années, et qui est une synagogue tout à fait exceptionnelle. On dit que les soubassements de cette vieille synagogue, elle est en plein cœur de l'île de Djerba, où il n'y a pas grand-chose à faire sinon de se baigner et d'aller visiter la synagogue, sur des pierres qui auraient été prises du temple d'origine de Salomon. Donc la légende veut que la synagogue de la Griba, à Djerba, serait construite, aurait été élevée sur des pierres du temple de Salomon. Au IVe siècle, saint Augustin, qui a des origines carthaginoises, puniques, et berbère par sa mère, qui était sainte Monique, Monique qui est un nom berbère, Mona, et avait témoigné de la présence juive sur le territoire, tout le territoire qui est aujourd'hui le territoire algérien. La civilisation berbère avait été chrétienne et musulmane, et elle fut en grande partie juive. Et les Juifs ont vu passer sur cette terre algérienne toutes les civilisations et toutes les armées. D'abord les Vandales, qui, avec les Vandales, les Juifs ont joui d'une certaine liberté, puis les Byzantins, qui sont arrivés en Afrique du Nord avec l'empereur Justinien, et puis les tribus juives et berbères, à partir de l'Hégire, ont été islamisées, la plupart du temps ont été islamisées de force, puisque dès le XIe siècle, un code arabe
avait été édicté pour réunir l'ensemble des droits et des obligations des Juifs qui étaient soumis à la dimitude. Ils étaient considérés comme extérieurs à la communauté musulmane, bien sûr, et cette loi leur donnait des droits en matière conjugale, matrimoniale, patrimoniale, etc. Et donc, c'était un premier code de ségrégation de la population juive à l'époque. À partir du XIVe siècle, même du XIIIe en ce qui concerne l'Angleterre et le Pays de Galles, les Juifs ont été expulsés. Alors, la plus grande expulsion remonte à 1492, quand le 1er janvier, le dernier royaume musulman de la péninsule ibérique a été repris par Isabelle et Ferdinand. Ils ont pris le royaume de Grenade. Boabdil s'est retiré de la péninsule ibérique. Il est venu à Tlemcen, il est mort à Tlemcen. Je parlais beaucoup de Tlemcen. Hein. Il est mort à Tlemcen. Et beaucoup de Juifs se sont arrêtés à Tlemcen, dont sont repartis pour le Levant, notamment dans la région de Salonique. Ils y sont restés, ils ont fait souche. Et si vous avez l'occasion d'aller à Thessalonique, maintenant ça s'appelle, à Thessalonique, en Grèce, mais à la frontière turque, vous y verrez des synagogues et vous rencontrerez sans doute également des Juifs qui parlent encore ce que l'on appelle le ladino, avec un D, le ladino, qui est un mélange d'hébreu, d'espagnol et du haut latin également. Et c'est tout à fait étrange parce que il y a une chanteuse qui s'appelle Yasmine Lévy et qui chante en ladino également avec cette musique arabo-andalouse qui est tout à fait envoûtante. Donc, l'Espagne, le Portugal et l'Europe, ils se sont installés en France, ils se sont installés en Afrique du Nord, d'autres sont allés en Europe centrale. Et c'est de là que vient notamment la séparation entre les Juifs séfarades, ça veut dire Espagne en hébreu, et Ashkénazes, c'est-à-dire les Juifs qui viennent d'Europe de l'Est, qui ont constitué et qui constituent encore, peut-être moins maintenant, mais qui constituent encore la plupart du temps deux familles juives complètement différentes. La langue n'est pas la même, les uns parlent l'hébreu, le latino, l'espagnol ou l'arabe, les autres parlent le yiddish, qui est un mélange d'allemand, de polonais et d'hébreu. La cuisine n'est pas du tout la même. Si vous allez dans un restaurant Goldenberg à Paris, par exemple, vous allez manger de la carpe farcie, salée ou poivrée. Et si vous allez manger chez un restaurant tenu par un Benguigui, vous allez manger de la slata mishuya, des côtelettes d'agneau. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont deux mondes totalement différents. Leur rituel, leur liturgie n'est pas la même. Et la plupart du temps, ils ne s'estiment pas beaucoup. Lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, il y a eu beaucoup de migration dans ces pays-là et les populations ashkénazes et séfarades ont été un petit peu en opposition. Elles apportent une culture arabo-andalouse et à partir de 1515 débutent 3 siècles de domination turque sur le Maghreb. Tlemcen devient la capitale du royaume des Zianides, avec un palais royal, une citadelle, très jolie. Et le tombeau du Rab, alors peut-être que je vais m'arrêter 30 secondes sur ce tombeau du Rab. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, le Rab est un rabbin, c'était un rabbin qui venait d'Espagne, il a été expulsé d'Espagne, il est arrivé à Tlemcen, alors on dit qu'il est arrivé sur le dos d'un lion, etc. Bon. Et il faisait des miracles, il soignait, il était un petit peu thaumaturge comme ça. Et il a été pris sous l'aile du roi des Zianides de Tlemcen, et il y a actuellement toujours sa sépulture qui est protégée par des militaires en plein cœur de Tlemcen. Pour visiter ce cimetière, il faut aller chercher la clé au commissariat de police à côté. Un policier vient pour vous ouvrir, vous pouvez visiter. C'est relativement bien entretenu et c'est encore un lieu de pèlerinage, évidemment pour les Juifs qui ne s'y rendent plus guère maintenant, mais également pour les musulmans, comme à la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger.
Alors, les Juifs de Tlemcen et d'ailleurs se sont immédiatement installés dans la société, dans les sociétés locales. Ils ont été petits ouvriers, petits artisans ou petits commerçants. Ils se sont également arabisés. Ils se sont arabisés puisqu'ils continuaient à pratiquer leur religion tout en vivant dans un monde totalement musulman. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la vie intellectuelle et religieuse juive s'est enrichie avec les connexions marchandes, notamment avec les Juifs de Livourne en Italie, ceux de Sicile, et puis également ceux du Levant, de la péninsule des Balkans. Et il y a eu des universitaires, des professeurs, des enseignants qui ont développé toute une philosophie, un courant religieux également, qui était extrêmement important. Les grandes villes concentrent 80 à 90% des Juifs, et les Juifs dans ces villes représentent 20 à 25% des habitants autour de Tlemcen, Alger, Constantine et Oran. Alors, là où nous entrons un petit peu dans le vif du sujet, c'est la colonisation du judaïsme algérien, colonisation évidemment par la France à partir de 1830. La France a mis fin à 11 siècles de dhimitude. La dhimitude, c'est le statut du dhimmi, c'est-à-dire une personne qui n'appartient pas à la communauté, j'allais dire, nationale. C'était à l'époque l'Empire ottoman. Ils avaient des droits, mais ils avaient surtout beaucoup d'obligations, des devoirs pécuniaires, puisqu'ils étaient obligés de payer pour exercer leur culte. Ils n'avaient pas la possibilité de se marier, par exemple, en dehors de leur propre famille, de leur propre religion. Et ils avaient des tas d'obligations, de contingences qui faisaient qu'ils étaient considérés comme des personnes inférieures et ils étaient particulièrement discriminés. Donc la France, arrivant là, met fin immédiatement à 11 siècles de dhimitude. Ce qui fait que cette France coloniale, qui a une administration un peu autoritaire et collective, a été relativement bien accueillie par les Juifs d'Algérie. Parce que la France était venue pour les émanciper. Il faut savoir qu'en 1791, à la Révolution française, les Juifs ont déjà été émancipés en France continentale, en France métropolitaine. Et donc c'était un grand espoir que la France arrivait pour libérer un petit peu cette population de toutes ses obligations. Et la France a colonisé l'Algérie, et le judaïsme français a commencé à coloniser le judaïsme algérien. Très rapidement, le pouvoir politique français a développé un programme de politique d'assimilation vis-à-vis des Juifs d'Algérie. Les institutions religieuses et communautaires qui existaient ont été mises sous tutelle de l'administration française. Dès 1834, les tribunaux rabbiniques n'étaient plus compétents et ils ont été définitivement supprimés en 1841, ce qui fait que cela a conduit dès 1845 à créer un consistoire d'Algérie, ce qui était une nouveauté pour l'Algérie, puisque les Juifs n'avaient pas le droit de se réunir et d'organiser leur communauté en entité politique, en quelque sorte, et la France leur donne la possibilité, en créant un consistoire d'Algérie, d'organiser politiquement, socialement, leur propre communauté. Donc ça a été quelque chose de très impressionnant pour eux, car le consistoire français qui existait a été dupliqué sur le territoire algérien. Entre 1850 et 1900, 19 rabbins et grands rabbins d'Algérie sont alsaciens. Pourquoi? Parce que
lorsque les départements d'Alsace-Moselle ont été annexés à l'Empire allemand après la guerre franco-prussienne de 1870, il y a beaucoup de Français d'Alsace qui n'ont pas voulu rester sous le joug allemand. Certains sont restés, mais la plupart sont partis soit en France de l'intérieur, comme on dit, c'est-à-dire en France qui n'était pas annexée, ou bien alors beaucoup sont venus en Algérie, qui était une terre de peuplement, et donc en l'espace de 30 ans, 19 rabbins et grands rabbins d'Algérie sont d'origine alsacienne. Ce qui fait que les rabbins d'Alsace étaient des Ashkénazes. Et quand ils sont arrivés en Algérie, évidemment, ils ont été non pas confrontés, mais ils ont été en présence d'une communauté de juifs séfarades. Et donc, il y a eu des problèmes, on y reviendra si on a le temps, peut-être un petit peu plus tard. Les Juifs d'Algérie ont été francisés. Je dis francisés, je pourrais dire assimilés, parce que c'était plus qu'une intégration. C'était une véritable assimilation dans le cadre d'un programme politique qui s'appelait la régénération. C'est-à-dire, on leur demandait de partir de rien pour devenir de vrais Français. Et de fait, ils sont devenus de vrais Français. Le Senatus Consul de 1865 de Napoléon III avait conféré la nationalité française à tous les habitants d'Algérie, dont les Juifs, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de se faire naturaliser. On leur disait, si vous voulez devenir Français, vous pouvez le faire, il faut faire une demande. Ça n'a pas marché. 137 Juifs sur les 35 000 se font naturaliser seulement. Pourquoi? Parce qu'on leur demandait de quitter leur statut personnel, de quitter, d'abandonner l'autorité de leurs rabbins, de leurs tribunaux rabbiniques, des droits de patriarche, du chef de famille, etc., etc. Ce qui fait que les Juifs ont refusé d'abandonner ce qui était pour eux constitutif de leur singularité, de leur patrimoine, j'allais dire, génétique, cultuel et culturel, et ils l'ont refusé. Ils ne voulaient pas abandonner le statut personnel. Et puis intervient Adolphe Crémieux. Adolphe Crémieux, qui était un franc-maçon, président du consistoire français. Il était également président de l'Alliance israélite universelle. C'était un universaliste convaincu. Il était avocat et il était ministre de la Justice du gouvernement de défense nationale de 1870, c'est-à-dire après la chute après la bataille de Sedan du Second Empire, et il fait promulguer un décret, le fameux décret Crémieux du 24 octobre 1870, qui dit « Les Israélites indigènes des départements d'Algérie, donc des 3 départements, sont déclarés citoyens français », ils étaient déjà français de nationalité, mais ils n'étaient pas citoyens français, ils deviennent citoyens français, en conséquence, dit la loi, leur statut civil et leur statut personnel sont, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française. Et en un seul instant de raison, dès que le décret a été publié au journal officiel, 35 000 nouveaux Français, ont intégré la communauté nationale, avec tous les droits et toutes les obligations, toutes les protections et toutes les prérogatives. Cette émancipation s'accompagne d'une assimilation culturelle et sociale et surtout d'une modernisation de la société juive de l'époque, qui était une société berbérisée, arabisée mais non islamisée, et qui était très peu reconnaissable et peu assimilable à la communauté nationale française. Et cette assimilation s'est faite notamment par 2 vecteurs. Le premier vecteur a été l'école. Avec les lois ensuite de Jules Ferry, où l'école est devenue obligatoire, les petits garçons juifs et les petites filles juives ont eu l'obligation d'aller à l'école de la République, qui a été non seulement un ascenseur social, mais également
une voie pour permettre une intégration très rapidement. D'abord parce que dans ces écoles, on apprenait le français, alors que la plupart de ces personnes-là ne parlaient pas le français. Ils parlaient soit l'hébreu, soit plus vraisemblablement l'arabe, mélangé avec un petit peu soit d'espagnol s'ils venaient de l'époque, soit avec un peu de français pour ceux qui étaient les plus éduqués. Et les Juifs sont passés en l'espace d'une génération, de la famille juive berbère à la famille européenne après être allés à l'école en une génération. C'est-à-dire que les petites filles et les petits garçons ont quitté les façons de vivre de façon un peu archaïque pour immédiatement entrer dans la modernité. Les enfants qui retournaient à la maison parlaient le français. Si l'arabe restait la langue des échanges de l'intimité familiale, c'était le français qui était utilisé par les enfants pour les jeux, dans les clubs sportifs, dans ce qui est devenu par la suite, après 1900, des associations, etc., etc. Les vêtements également ont joué un grand rôle, puisque non seulement ils n'étaient plus habillés à l'arabe ou à la berbère, mais ils étaient habillés à l'européenne, à la française. Les voiles, les gandouras, les babouches, les tuniques, les talbouches, les turbans et autres sarawels ont été abandonnés au profit des petites robes et des tabliers d'écoliers. C'est la tenue européenne qui s'est imposée. Le deuxième vecteur d'assimilation a été l'armée. Étant citoyens français, les Français juifs d'Algérie, après 1870, ont été tenus à faire le service militaire et, évidemment, en faisant le service militaire, ils ont été complètement projetés dans la lessiveuse républicaine française. C'est-à-dire, il fallait qu'ils apprennent les habitudes, la nourriture, la langue, le respect de l'autorité qui était donnée par tel ou tel, etc. Et une certaine égalité. C'est ce qu'on appelle devenir français par le sang versé, puisqu'ils ont participé tant à la Première que à la Deuxième Guerre mondiale, mais à cette époque-là, nous ne parlions que de la Première Guerre mondiale. Ascension socio-professionnelle fulgurante, puisque à partir de là, les métiers traditionnels d'artisans, de commerçants, de bijoutiers, si vous allez en Algérie, en Tunisie, au Maroc, bien sûr, mais si vous avez l'occasion d'aller en Algérie, vous verrez que à côté des Mellahs, les Mellahs, ce sont les ghettos juifs d'Afrique du Nord, à côté des Mellahs, vous avez des rues entières de bijoutiers, notamment des bijoutiers juifs. Maintenant, ce sont des bijoutiers arabes, mais à l'époque, c'était des bijoutiers juifs. Alors, ils ont abandonné ces métiers pour devenir secrétaires, fonctionnaires, auxiliaires de justice, instituteurs, etc. Ils arrivent à ils font également au niveau de l'état civil disparaître leur judéité. Les Moïse deviennent des Maurice, les Fredj deviennent des Alfred, les Messaouda deviennent des Fortunés, Myriam, Marie, et après 1918, beaucoup de petits juifs d'Algérie s'appellent Victor ou Victoria, Victoire, etc. Et donc, il y a eu une réelle volonté d'être non seulement assimilé à la société française, mais également francisé, même si, dans la plupart des familles, le deuxième prénom est un prénom juif. Mais le premier prénom, celui qui est d'utilisation courante, est un prénom français, entre guillemets, chrétien. Hein ? Les pratiques traditionnelles ont été réservées au domaine de la famille. Les musulmans, les juifs et les français, petit à petit, ont réussi à travailler ensemble, parfois, souvent, à s'amuser ensemble, à partager facilement des moments ludiques
ensemble, et c'est pour ça que l'on disait, nous sommes tous frères, mais nous ne sommes pas beaux-frères. C'est-à-dire que les hommes pouvaient appartenir au même club de foot ou de cyclisme, avec des juifs, des musulmans ou des chrétiens, mais les filles de ces familles n'épousaient pas les garçons d'une autre communauté. Et je trouve que cette phrase qui est connue résume bien ce qui s'est passé ensuite jusqu'en 1962. Alors, tout n'était pas drôle et tout n'était pas rose. C'est une histoire, que l'on commence maintenant à étudier, mais c'est une histoire qui a été longtemps mise sous le boisseau. On dit les Juifs ont été naturalisés français, citoyens français, 1870, le décret Crémieux, etc., etc. Mais il y avait un antisémitisme larvé qui n'était pas qu'un antisémitisme larvé comme en France métropolitaine. C'était un antisémitisme qui était propre à l'Algérie. D'abord, il avait pour fondement la race. Les Juifs sont considérés à l'époque comme des indigènes, donc ils sont considérés comme racialement inférieurs par rapport aux communautés européennes, y compris aux migrants européens qui arrivaient plus que misérables, comme par exemple les Espagnols qui sont arrivés au début, à la mi-19e siècle, qui étaient encore beaucoup plus pauvres que les familles juives autochtones, et beaucoup plus pauvres également que certains Arabes qui avaient un petit peu de lopin de terre, mais ils étaient européens. Et donc, en étant européens, ils n'appartenaient pas à cette communauté des indigènes racialement inférieurs. Et puis, il y avait cet aspect social de l'antisémitisme. On ne fréquentait pas les Juifs en dehors du travail, du sport, de l'école. On ne se mariait pas avec des Juifs. On ne recevait pas des Juifs à sa table. Et on ne les fréquentait que si on était obligé de les fréquenter. Ensuite, il y a l'aspect économique. On va le voir, beaucoup, et à certaines époques de l'histoire, les magasins des Juifs étaient boycottés. Il y avait des magasins qui étaient volontairement détruits. Ils étaient ostracisés et discriminés. Il y avait des campagnes de publicité dans certaines villes qui interdisaient à la population européenne de rentrer dans des magasins qui étaient tenus par des Juifs. Et puis, électoral, puisque nous allons le voir, des partis politiques, des personnalités politiques se faisaient élire sur des programmes qui étaient quasiment exclusivement antisémites, qui militaient pour l'extermination des Juifs d'Algérie. Nous allons le voir. Et immédiatement après, en 1871, le décret Crémieux est de 1870, le ministre de l'Intérieur, Félix Lambrecht, a pris un décret pour couper les ailes au décret Crémieux, et en disant ne resteront français que les Juifs dont les parents sont nés en Algérie, que les Juifs dont un au moins des deux grands-parents est né en Algérie. Bref, ce qui fait que du jour au lendemain, les personnes qui ont été considérées comme citoyens français entre 1870 et 1871 ont été enlevées des listes électorales, n'ont plus été considérées comme étant des citoyens français et ont été reléguées dans leur mellah, c'est-à-dire dans leur ghetto, sans avoir les droits et la reconnaissance de la République française. Entre 1895 et 1902, l'antisémitisme en Algérie devient virulent. Il y a des crises anti-juives majeures. Par exemple, en 1898,
Édouard Drumont se fait élire avec Firmin Faure, Charles-François Marchal, Émile Morineau, etc., sur des listes anti-juives et avec des programmes antisémites, par exemple. Édouard Drumont a créé et a été le rédacteur en chef de la Libre Parole. Vous voyez la première page de ce journal qui ne laisse planer aucune interrogation. Les journaux soutiennent ces campagnes. En Algérie, l'antisémitisme est républicain. C'est-à-dire que on brandit l'étendard de la République pour combattre les Juifs. Je suis français et républicain, donc je suis contre les Juifs. Et donc, tout un ensemble de journaux, comme par exemple l'Anti-Juif algérien, là qui date du 18 septembre 1887, met au pilori différents juifs qui sont greffiers, qui sont fonctionnaires, etc., et qui sont voués aux gémonies et sont ciblés dans la population comme étant des personnes à abattre. Selon la conception française de la nation, il faut qu'il y ait un acte positif pour devenir français. Or, les Français, la communauté nationale, disaient mais ils n'ont pas voulu être français. On leur a imposé la citoyenneté française par le décret Crémieux. Ils n'ont fait aucune démarche pour devenir français. Donc, cette obligation ne fait pas pour eux partie d'une démarche personnelle, d'une volonté, d'un acte positif et délibéré pour pouvoir intégrer la population nationale. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie était une terre de peuplement. Donc les Européens qui ont peuplé l'Algérie, qui viennent de France métropolitaine, d'Espagne, pour le département de Constantine d'Italie, notamment de Livourne, ou bien des Balkans, ou bien après 1870 d'Alsace-Moselle, ces personnes-là étaient des migrants et des déracinés. Et donc il fallait, on le voit dans les textes, qu'ils aient encore au-dessous d'eux, des personnes qui étaient encore plus précaires, encore moins français qu'eux d'origine. Ce qui fait que les Français nouveaux d'Algérie étaient encore plus virulents que les Français de métropole. Il y avait des cigarettes Bastos dont les paquets étaient revêtus de la croix gammée. Papier à cigarette pur. C'était des cigarettes qui étaient vendues en Algérie et qui étaient revêtues de la croix gammée. Il y avait des journaux qui appelaient à brûler les Juifs. Le Petit Oranais, par exemple, disait « Il faut mettre le soufre, la poix, et s'il se peut le feu de l'enfer aux synagogues et aux écoles juives, détruire les maisons des Juifs, s'emparer de leurs capitaux et les chasser en pleine campagne comme des chiens enragés. » C'est pas le Moyen-Âge. C'est le journal Le Petit Oranais qui a été publié en 1933 avec une croix gammée sur la première page de ce journal. Et puis, on est arrivé alors jusque dans l'intimité des familles, puisque on avait appelé l'anisette, on avait un bouteille de liqueur, il y avait l'absinthe anti-juive, c'était fait à Montbéliard dans le département du Doubs. C'était pas au XIXe siècle, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs et musulmans, la séparation. Bah évidemment, des siècles de domination des musulmans sur les Juifs ont structuré un certain mépris mutuel entre les communautés. Il y a eu un fossé politique puisque certains étaient naturalisés et citoyens français, les autres ne l'étaient pas. Et il y a eu donc des émeutes qui étaient très graves, notamment les émeutes de Constantine en 1934, où pendant 3 jours, la population juive a fait l'objet, un petit peu comme le 7 octobre 2023, a fait l'objet de pogroms. Ils étaient pourchassés,
les femmes enceintes étaient égorgées, éventrées, les enfants étaient décapités. Et il faut savoir que la police et l'armée française ne sont intervenus que au 4e jour, c'est-à-dire simplement le 7 août, pour mettre un terme à ces massacres. Peu à peu, le nationalisme algérien se structure. Et un journal de 1934 assimile évidemment les Juifs au colonialisme, puisque les Juifs avaient été français, naturalisés français. Ils sont également vus comme des colonisateurs, alors qu'ils ne l'ont jamais été, comme disait Lili Bonich à la première diapositive. Ils se font donc le relais, les musulmans, d'une judéophobie populaire qui était généralisée. Les musulmans, entre les deux guerres, se sont affirmés comme algériens, les Français d'Algérie se sont affirmés comme français, et les autorités françaises comme pouvoir colonial. Les Juifs ont joué les utilités pour être considérés comme étant inférieurs par les Français d'Algérie, par le pouvoir colonial et par les mouvements insurrectionnels musulmans. Et puis, au Front populaire, arrivent deux personnalités importantes. Léon Blum, le président du Conseil, Maurice Violette, son ministre, qui ont essayé d'inclure des Arabes dans cette vague de naturalisation et d'accès à la citoyenneté. Il était prévu de donner la nationalité et la citoyenneté française à 25 000 indigènes musulmans. Ça n'a pas été fait, puisque le parti colonial d'Alger, les colons d'Alger, les journaux d'Alger se sont opposés au projet Blum-Violette, ce qui fait que ça a été un échec. Et en réalité, c'est le signe de la République à réformer le système colonial. Alors, en 1940, le gouvernement de Vichy n'a pas été pire de ce qui existait, mais a été en deçà de ce qui était réclamé par l'autorité politique d'Alger. Et l'historien Paxton, qui a bien travaillé sur cette période de l'histoire de France, a écrit « C'est Vichy qui subissait les pressions d'Alger et non l'inverse. Les demandes de discrimination, d'incarcération, de persécution venaient directement d'Alger et non pas de Vichy. C'est l'Algérie qui suit Pétain et voire le précède la plupart du temps. Les hommes d'Alger, pas la population de base, mais les hommes d'Alger qui possédaient notamment les journaux, les grands propriétaires terriens, qui étaient peu mais qui étaient très puissants, trouvaient évidemment dans Vichy le régime qu'ils attendaient depuis bien longtemps. Les 11 et 12 septembre 1940, comme en Allemagne en 1934, je crois, ou 1933, Alger a connu sa nuit de cristal et les magasins juifs ont été attaqués, détruits, bombardés. Le 7 octobre 1940, le décret Crémieux est aboli, abrogé, ce qui fait que les juifs qui sont devenus français à partir de 1870, eh bien, du jour au lendemain, le 7 octobre 1940, n'étaient plus français, n'étaient plus citoyens, n'avaient plus droit de vote. De toutes les façons, le système électoral avait été suspendu avec les ordonnances de 1940, ce qui fait que un statut des Juifs a été promulgué et les personnes étaient ravies puisque
Robert Paxton écrit également, dès le 19 octobre 1940, c'est-à-dire 12 jours après le décret du 7 octobre, il ne reste plus un seul juif dans l'enseignement public. Il faut savoir que les enfants qui étaient partis en vacances en juillet 1940 n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire en octobre 1940. Et vous avez des témoignages nombreux, des petits garçons et des petites filles qui, évidemment, maintenant, quelques années plus tard, parlent avec beaucoup d'émotion de leur traumatisme lorsque, advenant la rentrée scolaire et se présentant à la porte de leur école ou de leur collège ou de leur lycée, le chef d'établissement leur disait « Toi, tu ne rentres pas parce que tu es juif, tu rentres chez toi ». Alors, les yeshivas se sont organisés, les professeurs juifs qui ont été radiés de l'enseignement et de la fonction publique ont créé des écoles dans le désert, des écoles un peu secrètes, et les enfants ont pu continuer tout de même à travailler pendant toute l'occupation, pendant toute la guerre, en tous les cas jusqu'au 8 novembre 1942, débarquement des Américains, l'opération Torch en Algérie, mais ça a duré jusqu'en 1943, j'y viendrai dans un instant. À partir de là, les anciens militaires qui ont fait la Première Guerre mondiale et les officiers qui étaient engagés dans l'armée française ont été internés. On les a mis dans des camps d'internement qui étaient des camps extrêmement durs, à Bedeau, Alger et Télégma. Il y avait dans ces camps un régime très dur, et un régime très dur dans lequel il y a eu le père de Guy Môquet, Prosper Môquet, qui a été interné au camp de Bedeau. Il y a eu également le grand Messali Hadj de Tlemcen, qui a été le précurseur du mouvement d'indépendance algérien, qui a ensuite été laminé par le FLN, et puis Bernard Lecache également, qui était un philosophe politicien, qui était le fondateur de la LICA, qui était l'ancêtre de la LICRA, et qui avait été interné dans ces camps d'internement. C'est le général Giraud qui, après le débarquement en Algérie, aurait pu et aurait eu le droit de rétablir tous ces juifs dans leurs droits, mais il ne l'a pas fait. Il a fallu attendre 1943, le 21 octobre 1943, et l'intervention du général de Gaulle pour que les décrets d'abrogation du décret Crémieux de octobre 1940 soit à nouveau abrogé. Nous allons le voir dans un instant, mais Henri Giraud, lui, a laissé des officiers français juifs dans des camps d'internement des mois après le débarquement des Américains en Algérie, qui est intervenu le 8 novembre 1942. La résistance juive a été très importante pour la libération des terres d'Algérie. Le groupe Géogras était une salle de sport, un boxeur qui s'appelait Géogras. Il y avait parmi ces résistants, évidemment ils étaient tous juifs, ils étaient juifs mais d'Algérie. Il y avait la famille Atlan, Bouchara, il y avait également la famille Aboulker qui a donné des grands rabbins, mais surtout beaucoup de professeurs de médecine en France. Et c'est le médecin José Aboulker qui était le chef du réseau de résistants d'Alger, qui avec Roger Carcassonne et Henri Dacier de la Vigerie ont aidé au débarquement des troupes américaines le 8 novembre 1942. Des administrateurs avaient été mis en place par le gouvernement d'Alger et de Vichy dans le cadre de l'arianisation également des biens. Les Juifs ont été dépossédés de leur commerce, comme ici en France, en métropole, des syndics ont été désignés, des administrateurs ont été désignés pour spolier les petits commerçants et ceux qui étaient plus grands de leur propriété.
l'amiral Darlan, on passe. Et c'est à partir du 21 octobre 1943 que le général de Gaulle, par cette simplement déclaration publiée au JO de la République, où il est indiqué que le décret Crémieux se trouve maintenu en vigueur. Alors, les Juifs dans la guerre d'Algérie, j'ai plus le temps? Si, quand même, un petit peu. Les Juifs dans la guerre d'Algérie, puis je terminerai parce que bon... le nationalisme algérien se structure bien sûr autour d'une identité arabo-musulmane. Cette identité a exclu les Juifs et les Européens d'Algérie du projet national. En 1948, d'abord 47, la déclaration de l'ONU, et 48, la proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gourion. Ben Gourion a évidemment cristallisé les forces de résistance des Arabes pour parvenir à l'indépendance du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. La création de l'État d'Israël pour le Maroc et la Tunisie a été une sorte d'aspirateur. Il y a eu quand même beaucoup de Juifs marocains qui sont partis pour s'installer en Israël. Seuls 8000 Juifs d'Algérie ont émigré en Israël en 1948. À la Libération, les Juifs ont voulu rester en France et ont voulu rester français. Et le grand rabbin d'Alger, qui était d'origine alsacienne, comme son nom l'indique, Maurice Eisenbeth, être juif tel que nous l'avons défini signifie être convaincu que la France redeviendra ce que nous souhaitons qu'elle soit, c'est-à-dire une terre d'accueil, une terre de liberté, une terre de tolérance, une terre d'altruisme, de solidarité, etc., etc. Et pendant la guerre d'Algérie, la communauté juive n'a pas été un enjeu. Les Juifs n'ont pas été traités comme un groupe, contrairement à ce qui s'était passé pendant les époques historiques et politiques précédentes. Ils se sont mêlés en tant qu'individus à la société française. On retrouve des Juifs au FLN, notamment issus du Parti communiste algérien qui existait. On retrouve des Juifs à l'OAS. On retrouve des Juifs porteurs de valises, on retrouve des Juifs également poseurs de bombes, on retrouve des Juifs également dans l'armée française. Il n'y a pas de point de vue juif dans le cadre de la guerre d'Algérie, et les institutions juives d'Algérie refusent de prendre position et renvoient les Juifs à leur opinion personnelle en leur disant « vous faites ce que vous voulez, mais en tant que communauté juive, nous n'avons pas à prendre position pour tel ou tel ». La guerre est à l'origine évidemment de tensions importantes dans la communauté juive française. Des intellectuels, notamment des intellectuels juifs de gauche et des organisations métropolitaines soutiennent l'autodétermination. Ils dénoncent la torture, les exécutions, notamment les massacres à Paris du 17 octobre 1961. Ils contestent également et ils s'opposent à la violence de l'OAS. Ça, nous le verrons dans la troisième partie de cet exposé. Entre 1954 et 1962, les Juifs d'Algérie sont seuls. Ils ne sont pas pris en compte ni par l'une ni par l'autre communauté, et on parvient à une impossible citoyenneté algérienne. J'avais dit tout à l'heure que la France n'étant plus française, les Juifs viennent en France, car pour eux, il n'était pas pensable d'abandonner, malgré les accords d'Évian, la nationalité française pour devenir algérien. Il y a eu des tentatives de flirt du FLN en direction de la communauté juive. Et dans Le Monde du 19 février 1960, le journaliste du Monde reprend une déclaration du FLN disant on vous assure, minorité israélite, que vous êtes partie intégrante du peuple algérien, vous pouvez rester, vous serez bien accueillis, vous pourrez continuer à travailler, un petit peu comme il se passe en ce moment en Syrie, venez, venez, venez. Bon, et voilà, à prendre une part plus active à la lutte pour la République algérienne. Et le journal El Moudjahid de 1961 évoque
la question de la minorité européenne, notamment les Juifs, en disant mais si vous voulez rester, vous serez les bienvenus. Vous faites partie du peuple autochtone algérien, à l'instar des populations berbères qui ont été complètement annihilées et des populations arabes. Et donc vous êtes chez vous ici. Les envahisseurs coloniaux. Les Juifs d'Algérie ne sont pas des envahisseurs coloniaux, ils ont leur place dans une Algérie indépendante. Évidemment, rien n'y a fait, puisque, de toutes les façons, des irréductibles révolutionnaires, puisqu'il s'agit d'une guerre révolutionnaire d'indépendance, ne souhaitaient pas suivre la ligne directrice du FLN. Et il y a eu une politique du pire qui s'est mise en place. En 1956, donc en pleine guerre d'Algérie, la synagogue d'Orléansville a été incendiée, le rabbin Aziza a été égorgé avec sa famille à Nédroma, à Médéa, le rabbin en 57 a été également tué, des grenades ont été jetées dans le Mellah de Constantine, Benjamin Stora en parle parce qu'il y vivait, il y était tout petit, surtout le 22 juin 1961, Cheikh Raymond, qui était un chanteur de chant mahalouf arabo-andalou, a été également assassiné, et il était lui la figure emblématique justement du trait d'union entre les Juifs d'Algérie et les musulmans d'Algérie. Et il était considéré par les deux populations comme quelqu'un d'extrêmement important pour dire qu'il y a une vraie conjugaison entre ces deux cultures, entre ces deux peuples, ces deux histoires, ces deux civilisations. Il a été assassiné justement parce que on ne voulait pas que cette image soit lancée comme ça dans la population et pourrait faire des émules. La France pour seul destin. Et là, il y a eu Jean Daniel, qui était un pied noir juif, fondateur du Nouvel Observateur, qui disait que quand il était petit, je vous laisse lire la phrase, l'idée que l'Algérie pouvait constituer un État indépendant était impensable. Impensable. Et il disait, le folklore était méditerranéen, la patrie, la langue officielle, l'avenir était français. Ça résume bien l'état d'esprit des populations de l'époque. Non seulement les populations européennes d'Algérie, mais également, puisque c'est le sujet de ce propos, les populations juives d'Algérie. Il n'était pas question, dans l'esprit du plus grand nombre des Juifs d'Algérie, d'envisager une seule seconde de rester en Algérie algérienne. Lorsque les accords d'Évian se profilaient à l'horizon, on s'est rendu compte qu'il y avait une partie des Juifs du Mzab, c'est-à-dire le sud algérien, Gardaïa, etc., et puis ceux de Tassilit, tout à fait en bas, qui n'avaient pas été pris en compte par le décret Crémieux. Et donc, ils étaient toujours soumis à leur statut personnel. Bien sûr, ils ne parlaient pas le français, ils ne parlaient que l'arabe, ils vivaient dans des tentes, ils ne connaissaient rien de la France, sinon la venue du gouverneur ou du sous-préfet une fois tous les 5 ans dans le Djebel là-bas. Et on s'est rendu compte que il fallait les rapatrier en France lorsque l'indépendance sera intervenue, parce que on ne pouvait pas laisser des populations entre guillemets françaises, mais qui ne l'étaient pas, en tous les cas des populations juives, dans une Algérie algérienne. Et donc on a voté en hâte la loi du 28 juillet 61. Alors, il y a des témoignages extraordinaires de ces personnes qui ont quitté leur tente, qui ont enterré la Torah. La Torah, c'est la loi juive, la Bible. Ils ont enterré la Torah dans le sable du désert, là-bas. Ils ont pris l'avion et ils sont arrivés en métropole.
Alors, il y a notamment la narration, le récit d'une famille qui s'appelle les Baloukas, qui sont arrivés en plein hiver 1961 à Strasbourg. Et lorsqu'ils sont arrivés à Strasbourg, alors ils ont dû atterrir à Marseille, ils ont pris le train pour traverser toute la France, arriver à Strasbourg. À Strasbourg, évidemment, il y avait des personnes qui étaient là pour les accueillir en leur disant on va vous mettre à l'abri, on va vous... Et le chef de cette petite communauté Balouka a dit non, comme il s'est fait, il y avait des interprètes, nous voulons aller à la synagogue. Alors, on a ouvert la synagogue de Strasbourg, qui est sous régime concordataire. Ils ont ouvert la synagogue de Strasbourg et ils sont rentrés. Et leur premier acte à Strasbourg a été une prière dans la synagogue de Strasbourg. C'est assez intéressant. Et donc, après l'indépendance, eh bien, une fois de plus, l'exil pour les Juifs d'Algérie, puisqu'on ne parle que d'eux à l'occasion de ce petit propos, l'Algérie se vide de tous ses Juifs entre 1961 et 1962. Les derniers partent entre 60 et 70. Ils ferment la porte à des milliers d'années d'histoire et de civilisation, évidemment. 140 000 Juifs algériens sont rapatriés en France au milieu du million de pieds noirs. Certains ne sont jamais venus en France métropolitaine. Ils connaissent la langue, ils connaissent l'histoire, ils connaissent les institutions, et donc les Juifs s'intègrent parfaitement. Ils s'intègrent très rapidement, ils ont accès aux services publics, ils participent à la vie politique, ils sont chez eux, même s'ils ne connaissent pas les us et coutumes de la société française, mais ils s'assimilent. Entre 1950 et 1976, la population juive de France passe de 225 000 à 650 000. Ils s'installent principalement dans des villes, Valence, Annecy, Évreux, Meaux, dans les grandes villes, dans les villes nouvelles comme Sarcelles, Créteil, la banlieue de Lyon. À Nice, par exemple, le nombre de juifs est multiplié par 7, par 5 à Marseille et par 4 à Toulouse. À Tarbes, pas beaucoup. Je me souviens quand j'étais petit avec quelques familles juives, mais qui étaient peu visibles et en tous les cas peu à la petite synagogue de la cité Rothschild. Il y a eu un souffle nouveau qui a traversé le judaïsme français parce que les Juifs d'Algérie qui sont arrivés en métropole, ils ont trouvé des organisations communautaires qui étaient complètement différentes de la leur. Donc ils se sont inscrits dans ces communautés et ils en ont pris la direction par des élections internes. Le Fonds social juif unifié, le consistoire central, le grand rabbinat, etc. Il y a des Juifs d'Afrique du Nord qui ont été élus grands rabbins de France très rapidement. Même s'ils sont plus religieux, plus communautaires, moins affectés évidemment par la Shoah, qu'ils n'ont pas directement vécu, mais ils sont plus visibles, ils font plus de tapage, ils ont une musique plus sonore, et ils font renaître un folklore à la place d'une certaine religiosité bien posée des Juifs ashkénazes. Alors, c'est une citoyenneté qu'on a dit décontractée, sans sentiment de culpabilité et sans aucun complexe d'infériorité. En 1900, à partir de l'indépendance de l'Algérie, 50% des pères de famille gardent la même profession. 57% des jeunes juifs d'Algérie font des études supérieures, ce qui est énorme, et beaucoup plus que s'ils étaient restés en Algérie. Ça, il faut le dire. 50% sont cadres, 14% de professions libérales, 20% des artisans, 16% des ouvriers. Le rapatriement a été difficile, notamment pour les personnes âgées. Certaines personnes n'ont pas réussi à s'acclimater à un pays où les hivers étaient rudes, etc. Et il y a eu, parmi les personnes âgées, des morts, avec au cœur une blessure toujours béante. Les relations ont toujours été tendues avec les musulmans.
puisque l'antijudaïsme populaire et le racisme anti-musulman se répondent en métropole comme ils se sont répandus pendant la guerre d'Algérie entre 54 et 62. Alors évidemment, les choses sont maintenant un peu plus exacerbées depuis le 7 octobre 2023. Dans les communautés, la situation est explosive. Il faut entendre, je ne sais pas si vous en avez des amis juifs des grandes métropoles qui sont souvent inquiétés dans les transports en commun, à la sortie des collèges, des lycées, etc. Donc la situation est un peu compliquée. Alors de tout cela, qu'est-ce qui reste ? En conclusion, mais je vais la retrouver, il reste non seulement des souvenirs, mais il reste des habitudes. Il reste des odeurs, il reste des us familiaux qui font que, peut-être que c'est partagé aussi par les pieds noirs, s'il y en a dans cette salle, qu'on se raccroche à des souvenirs souvent olfactifs, des souvenirs également visuels. Je me souviens, ma grand-mère, lorsque le ciel était très très bleu, elle disait « Ah !» Le ciel est bleu. Bon, ça voulait dire comme là-bas. Bon. Et il reste des mémoires familiales qui, beaucoup ont été gommées, mais qui, c'est une impression que j'ai, peut-être que je me trompe, il y a cette mémoire qui est en train de sourdre à nouveau. On ne sait pas pourquoi, bien que l'invité, Jean-François, que tu as fait venir, ce remarquable universitaire de sociologie qui nous a fait au STAP une conférence sur les pieds noirs de la 3e génération, qui était une conférence magistrale, fabuleuse, émouvante, bouleversante, etc., montre que, Monique, montre que eh bien, ces souvenirs et cette mémoire ne sont pas morts, ne sont pas morts. Alors, il reste évidemment, surtout, la cuisine pieds noirs, qui fédère tous les membres des familles pour fêter, pour les catholiques, Pâques, l'Ascension, les rameaux et Noël, et pour les juifs, Rosh Hashanah, Hanouka et Yom Kippour. Merci et à la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.